Bonjour à tous, bienvenue dans Talk Show, votre émission dédiée à la santé mentale. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire de la psychiatrie, son évolution, ses innovations. Stéphane est allé visiter le musée de la psychiatrie à Neuilly-sur-Marne et il nous dira ce qu'il y a découvert. Mais avant tout cela, recevons notre invité. Alors traditionnellement, dans cette émission, on tutoie nos invités. Là, je vous avoue que je suis un peu impressionnée car il porte l'héritage de 180 ans d'histoire et plus précisément de l'œuvre Falleret. C'est Philippe Fabre-Falleret. Bonjour Philippe. Oui, mais écoutez, bonjour. Je suis ravi d'être présent auprès de vous. Ravi de l'existence de BDMT, dont je viens d'apprendre le nom là. Donc c'est un service mis en œuvre par l'œuvre Falleret. Bien dans ma tête TV. Bien dans la Ça, tête. c'est un bon nom de média. Excellent, excellent. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Et ça caractérise bien ce souhait de l'œuvre Falleret d'être proche des gens, d'être à proximité et en même temps d'être innovant et de travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et d'excellent au profit de ces personnes en souffrance psychique. Alors, il y a quelques semaines, Falleret fêtait ses 180 ans. Est-ce que tu peux nous redonner les grandes lignes de ce qu'est l'œuvre Falleret ? Alors, l'œuvre Falleret a été créée en 1841 par mon arrière-grand-père, le docteur Jean-Pierre Falleret, qui, donc, c'était un aliéniste à l'époque, on les appelait les aliénistes et non pas les psychiatres, et qui a été donc l'inventeur, il a décrit la maladie bipolaire, mais surtout, il a été le premier à penser que les malades psychiques devaient être accompagnés dans la vie de tous les jours. En dehors du soin, il fallait les accompagner, et c'est pour ça qu'il a créé ce qui est devenu depuis l'œuvre Falleret, donc qui a été géré pendant 140 ans par une congrégation la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire de Gramat, qui sont partis en 93 et moi-même, j'ai pris la présidence en 1997. Alors l'une des vocations de l'œuvre Falleret, c'est de déstigmatiser la santé mentale. C'est d'accompagner dans l'après-soin. Il y a le soin exercé par le psychiatre, soit le psychiatre de ville, soit l'hôpital psychiatrique. Mais le soin, c'est un élément, c'est fondamental bien entendu, mais ce n'est pas la vie de tous les jours. Donc l'œuvre Falleret a été créée pour s'occuper de la vie de tous les jours des personnes en souffrance psychique qui ont des soins, mais qui ont besoin d'être accompagnées. Alors accompagner, c'est un mot qui est très courant, mais qui finalement recouvre un contexte très complexe. C'est, en schématisant, c'est l'autonomie, le bien vivre, bien dans sa peau, c'est un toit et c'est un emploi. Donc ce sont ces trois éléments sur lesquels sont consacrés l'œuvre Falleret depuis sa création. Mais je disais, l'une des vocations, c'est de justement lever un peu ces tabous sur cette santé mentale. Pour arriver à notre fin, puisque effectivement la maladie psychique, c'est une maladie qui est extrêmement redoutée, c'est un tabou, on n'en parle jamais. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus facile d'être malade du sida que d'être malade psychique. Il y a une certaine honte dans les familles à avoir, donc on les cache. Et jusqu'à présent, dans la société civile, les malades psychiques sont très mal acceptés, y compris dans les instances par nos présidents, puisqu'il y en a eu un qui a dit « Je ne veux plus voir un malade psychique dans la rue, il faut tous les enfermer. Ouais. » Nous, c'est l'inverse qu'on veut. C'est que les malades psychiques qui sont stabilisés soient insérés dans la société civile et soient traités comme des gens comme vous et moi, parce que la normalité, c'est quelque chose de très, très relatif. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on fait, nous, ici, avec BDMT.tv, c'est de justement déstigmatiser les souffrances psychiques, d'en parler, de les mettre en lumière. Et on réalise des documentaires. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir un extrait de 24 heures aux sources où nos caméras ont été témoins de la vie de cet établissement, un établissement Falleret. On a tous quelque chose en nous de désir. Cette volonté de prolonger la nuit. Je suis au foyer de vie occupationnelle depuis 2008. J'ai fait une tentative en 2005, mais je n'étais pas encore stabilisée. Je suis repartie 2 ans à l'hôpital. Et en 2008, le 4 décembre 2008, ils m'ont acceptée. Et depuis, je suis au foyer de vie occupationnelle. Alors, est-ce que vous êtes heureuse de vivre ici? Oui, on a une qualité de vie ici incroyable. Cette force qui nous pousse vers l'infini.
Moi, je me dis, ce sont des personnes qui, si un jour n'avaient pas rencontré un service hospitalier ou quoi, elles seraient déjà peut-être plus là ou extrêmement maltraitées dans des univers qu'on peut voir aux abords du périphérique. Et on voit des situations assez dramatiques, donc on se dit au moins, ils vivent dignement, enfin, ils ont un toit, ils ont à manger et ils sont... malgré leur maladie, ils sont heureux, donc c'est ça qui est important. Donc, premier exercice que je vous donne de suite. Je vous donne pour le week-end, ouais, là, ouais, tout. Ouais, vous gérez. Je donne pas aux éducs cette fois. Ouais. Vous y arrivez? Ouais. Nickel. On fait un petit point là-dessus lundi, du coup. Voilà, parfait. Non, moi je fais essentiellement l'atelier cuisine. Après, je peux faire aussi des balades individuelles avec les résidents, des sorties achats, et puis travailler avec eux dans le quotidien, enfin les aider dans leur quotidien. Quand on sent que ça ne va pas bien, qu'ils ont besoin d'être apaisés, on leur donne si besoin. Voilà, ça c'est prescrit par le médecin, ils en ont tant par jour. Lui-même peut le demander. Nous, sans qu'on l'ait vu, il vient, il descend, il nous dit là je me sens pas bien, j'ai besoin d'un si besoin. Ok, il n'y a pas de souci, on le note et puis voilà. Le mot après-midi, dans quelle colonne le classes-tu, s'il te plaît? Futur. Dans le futur, donc dans l'avenir. Oui. Oui, est-ce que quelqu'un l'a mis à un autre endroit? Oui, dans le présent. Dans le présent? Moi, j'ai mis dans le passé. J'ai dans le passé aussi. Ah, d'accord. Alors c'est vrai que... J'ai mis présent, Ah bah, si moi. on est le soir et qu'on dit cet après-midi, C'est ça. nous avons effectivement. Donc c'est vrai que le mot après-midi... Allez, c'est formidable en mille vies. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Quelque chose de Tennessee. Cette formidable envie de vivre avec les paroles de Johnny, c'est quand même magique de trouver ça, d'être témoin de ces moments de vie. Et je ne vous cache pas que mon plus grand bonheur, au-delà de travailler avec la direction générale, etc., c'est d'aller visiter les établissements et de voir le sourire des personnes que nous accueillons et des gens qui sont bien dans leur peau. Voilà, ça c'est pour heureux. Et ça c'est formidable parce qu'on a réussi à trouver un équilibre et du coup ils retrouvent goût à la vie. Ça, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. C'est la meilleure des récompenses que nous pouvons avoir. Alors, 24 heures aux sources, c'est un documentaire que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur bdmt.tv. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Ça dure une petite heure et c'est juste magique. Alors, toi, tu es président de l'œuvre Falleret. Est-ce que c'était une évidence de devenir le président? Comment est-ce que tu es arrivé à ce poste-là? C'est un processus un peu compliqué. Je n'ai aucune formation dans le domaine de la psychiatrie puisque je suis un ingénieur informaticien et ma spécialité c'est créer des startups dans le domaine de l'informatique, donc très éloigné de cette discipline. Il se trouve que je suis né dans la maison du docteur Falleret, que j'ai tous les souvenirs, portraits de famille, livres, bustes, que j'ai siégé au conseil municipal dans le village où il y a le buste du docteur Falleret. Donc j'étais imprégné depuis ma plus tendre enfance de toutes les histoires du docteur Falleret. Il y a même son tombeau avec ses poèmes, etc. Donc j'ai été imprégné de ça. C'est en 1990 que, ayant quitté Toulouse pour Paris, mon épouse m'a dit, écoute, il y a l'œuvre Falleret, c'est ton ancêtre, tu devrais t'y intéresser. Et donc j'ai été un bénévole, donc au sein de l'établissement, il n'y en avait qu'un seul à l'époque, était au foyer Falleret rue du Théâtre. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis pris au jeu. D'abord, il a fallu que je m'habitue à la maladie psychique. J'ai mis à peu près 2-3 ans parce que ça fait peur au départ pour quelqu'un qui n'est absolument pas compétent. Et puis, je me suis pris au jeu progressivement. Et quand l'opportunité est arrivée, je suis devenu président de l'œuvre Falleret pour porter ses valeurs, pour porter un développement, puisque je sentais bien qu'il y avait un besoin considérable de la société civile en matière d'accompagnement. Et quels sont les objectifs que tu fixes à toutes les équipes de l'œuvre Falleret? Le souci principal, c'est le bien-être, le bien-vivre et le bonheur des personnes. Bien sûr. Pour ça, effectivement, la deuxième chose qui nous paraît extrêmement importante, les gens, beaucoup de gens le disent, très peu de gens le font, on s'occupe de toute la personne. La personne humaine est composée de différentes
strates, de différents modules, de différents points de... par exemple, il y a la vie sexuelle. Eh bien, nous nous occupons de la vie sexuelle des personnes parce que c'est un élément anthropologique de la personne et il faut s'en occuper. Ils ont des besoins sexuels et il faut arriver à traiter ce problème-là de manière normale, de manière équilibrée, sans abus, sans tabou, voilà, il faut, voilà. Donc c'est ça l'élément essentiel. On s'occupe de toute la personne et ensuite on s'occupe aussi des familles. Parce que l'histoire de la psychiatrie montre qu'on a beaucoup accusé les familles versus la personne qui est en souffrance psychique. Or, pour nous, c'est un tout. On ne peut faire évoluer et, je dirais, stabiliser la personne que si on y associe tous ces éléments fondamentaux, et la famille, évidemment, en est un. Donc, c'est tout ça qu'on réunit et qui fait un peu le succès de l'œuvre Falleret. Oui. Les aidants, comme on les appelle, sont aussi importants dans le rétablissement des personnes atteintes. On croit beaucoup que le dialogue entre les aidants et les personnes en souffrance psychique, eh bien, ce dialogue, il est extraordinaire, puisque les personnes qui souffrent, elles s'adressent à quelqu'un qui a souffert. Et donc, le dialogue entre les deux est merveilleux, parce que les gens comprennent ce que l'autre dise. Et donc, c'est très enrichissant et c'est très formateur. C'est très formateur pour les deux, d'ailleurs. Hein. Et Falleret aide justement ces aidants à bien affronter ce genre d'épreuve et avec des séjours répit. Et nous avons réalisé... Oui, allez-y, je vous en prie. C'est la raison pour laquelle nous avons créé une école de formation qui s'appelle Alpha Psy. Oui. Et que dans cette école Alpha Psy, nous avons justement dédié des aidants que nous avons formés et qui viennent former soit les professionnels, soit les personnes en souffrance psychique. Et ça, c'est une innovation formidable. Et il y a les séjours répit. Alors, aussi. Les séjours répit, ça, c'est pour soulager les familles. Je parlais tout à l'heure de l'assistance et de l'aide et du nécessaire dialogue avec les familles. Et donc, les familles, elles sont partie prenante de ce rétablissement, de ce rétablissement des personnes. Donc, pour soulager les familles, on les invite à des séjours répit où elles sont accueillies, mais on accueille aussi la personne pour pas séparer les enfants des parents. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Et il y a les GEM aussi. Les groupes d'entraide mutuelle. Il y a plein de... Je rappelle que l'œuvre Falleret, à partir d'un seul établissement aujourd'hui, on a 45 aujourd'hui. Donc, un seul établissement en 97, quand je suis devenu président, il y en a 45 aujourd'hui. Donc, un foisonnement de développement, d'innovation. Donc, il y a eu cette école de formation, il y a ces répits, et ensuite, il y a la gestion de ces clubs qui s'appelle les GEB, Groupe d'entraide mutuelle, qui est une initiative portée par l'UNAFAM et pour laquelle nous avons considéré que c'était un excellent vecteur pour, je dirais, ces personnes qui sont stabilisées, qui sont chez eux, mais qui s'ennuient. Eh bien, il y a la création de ces clubs d'entraide mutuelle. Et alors nous avons été témoins de quelques images. On est allé rencontrer un groupe d'entraide mutuelle qui a vécu une journée à Cabourg, une journée à la mer. Et je vous propose de regarder un extrait de ce documentaire. En fait, la mer, c'est un endroit où les adhérents, pour la plupart, ne vont jamais. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer un peu une évasion, même si c'est pour une journée, de pouvoir se changer l'esprit, de prendre l'air. C'est bien parce qu'il fait beau là, et puis on profite un peu de la mer, du soleil, c'est assez agréable. Ouais. J'aime bien venir, ça change un peu de Paris. Tu peux me dire ce qu'on va faire là? Eh bien, on va aller se promener en ville. Et puis on va visiter la rue piétonne, voir les commerces, les boutiques, les bars, les restaurants, des choses comme ça quoi. Ça va? Bah, allons-y. Pour l'instant, le bilan est très positif, avec un beau ciel. Cette journée se passe très bien.
c'est la liberté, le grand espace, la mer et tout ça, c'est très sympa. Ça m'a fait du bien, ça m'a changé les idées psychologiquement, voilà. Et le fait de regarder la mer, ça apaise le mouvement des vagues, le bruit très des vagues. apaisant. Non, ça fait du bien. Puis le vent, je sens même l'odeur de la mer un peu, non, c'est super. Alors un documentaire pareil qu'on peut retrouver dans son intégralité sur bdmt.tv, ça fait du bien de les voir heureux. L'objectif est atteint quand on les voit comme ça. Absolument, ça fait partie de, si vous voulez, ils ont droit à avoir une vie normale comme tout le monde. Et vous avez vu, ils vont à la mer, ils prennent un peu l'air. C'est ce que nous souhaitons nous tous. Et ils sont libres. Et ils sont libres, et en plus ils se prennent en charge. C'est-à-dire que dans le cadre de la recherche de l'autonomie, ils se prennent en charge. Ils ne sont pas des gens qui ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Si, la preuve. En 2019, sortait cet ouvrage, L'innovation et la santé mentale. De quoi ça parle ce livre? Parce que quand même, il y a marqué qu'il est rédigé par monsieur Philippe Fabre-Falleret. Voilà, alors j'ai été aidé quand même un peu pour rédiger ce livre, parce que c'est mon premier livre, je n'en ai jamais écrit d'autres, donc c'est pas facile d'écrire un livre. Alors si vous voulez, je voulais surtout mettre l'accent sur l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, je dirais, la psychiatrie en France, et peut-être un peu dans les pays occidentaux, elle arrive en bout de piste, et qu'il faut réformer tout le système de prise en charge des personnes en souffrance psychique. Et pour ça, eh bien, il faut innover, innover, innover. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné ce titre à ce livre. Alors, il y a une partie historique qui montre toute l'histoire, à la fois de la psychiatrie et à la fois de l'accompagnement, et qui montre aussi, je dirais, tous les efforts faits par l'œuvre Falleret pour créer de nouvelles situations, pour développer nos services, pour prendre en charge le plus grand nombre de personnes dans l'objectif de se bien vivre ensemble et de vivre heureux. Alors justement, dans cette première partie, tu parles d'histoire. Par exemple, dans le chapitre sur la naissance de la psychiatrie, tu évoques aussi les recherches du docteur Pinel, qui fait une révélation fondamentale sur les maladies psychiques. Alors, moi, je ne suis pas un psychiatre, je suis un informaticien, donc je n'ai pas de connaissances particulières. C'est simplement que il se trouve que le docteur Falleret a été l'élève de Pinel et d'Esquirol. Ce qui est très particulier, c'est que ce sont trois personnes qui sont du Sud-Ouest, comme si le Sud-Ouest a été, je dirais, un peu l'origine de la psychiatrie. Pourquoi pas? On pourrait s'intéresser à ça. Voilà, oui. c'est sans doute parce que l'air du Sud-Ouest est un air qui donne des aptitudes particulières à s'occuper des personnes. Il faudrait étudier ça. Il faudrait étudier ça, voilà. Et donc, effectivement, ce sont ces trois personnes-là qui ont fondé, je dirais, l'excellence de la psychiatrie à l'époque, qui malheureusement en France a perdu du temps, des points, etc., par rapport aux pays anglo-saxons qui sont en avance aujourd'hui dans la prise en charge des personnes. Et c'est donc ces trois grands aliénistes qui ont compris que, c'était des personnes à soigner. Je vous rappelle qu'avant, on les mettait dans des asiles d'aliénés où ils mouraient, c'est tout. On les traitait comme des chiens. Donc ce sont ces trois grands personnages qui ont montré que des personnes en souffrance psychique, des malades psychiques, ils étaient malades. Donc à prendre en compte comme des autres malades. Quand vous cassez la jambe, vous n'êtes pas jeté à la poubelle. Ouais. Eh bien, c'est eux qui ont institué cette façon de voir, cette nouvelle façon de voir la psychiatrie et les personnes en souffrance psychique. Et alors le docteur Esquirol, dont tu parles, bien lui, il a pointé du doigt l'importance de l'architecture des hôpitaux. Alors, effectivement, puisque à l'époque, c'était des asiles. Et donc, dans les asiles, on ne s'occupait pas des personnes. Donc, c'est le premier qui a essayé de mettre de l'ordre. Et c'est le premier qui a essayé de montrer qu'il fallait, humainement parlant, accueillir ces personnes et s'occuper d'eux comme des personnes, comme une autre personne, comme une personne malade, et non pas comme une personne qui est en dehors du circuit. Alors, il y a encore beaucoup de débats, et très actuels d'ailleurs, entre des établissements ouverts, semi-ouverts, fermés, totalement fermés. C'est un débat qui ne cesse jamais. Alors, c'est un débat qui, effectivement, a été très, comment dire, qui commence un peu à s'ouvrir. C'est qu'effectivement, une personne
malade psychique était considéré comme une personne dangereuse. Donc une personne dangereuse pour les autres, donc il fallait les enfermer. Donc il fallait des établissements fermés. On s'aperçoit, et là toutes les études montrent bien que les malades psychiques ne sont pas plus dangereux que les autres. Alors on parle beaucoup des cas où il y a eu, je dirais, une agression, etc. Notamment par exemple la personne qui a tué l'infirmière à l'hôpital psychiatrique de Pau. Eh bien pourquoi elle a fait ça? C'est parce qu'en sortie de l'hôpital, personne ne s'est occupé d'elle. Pendant 1 mois, cette personne a vécu toute seule dans une chambre au dernier étage, sans qu'on s'en occupe d'elle. Peut-être sans traitement. Sans rien. Il eût simplement fallu qu'une personne aille le voir 1 fois par semaine pour qu'on évite cet assassinat. Et donc, si vous voulez, le rôle de la manière dont nous accompagnons les personnes est absolument indispensable si on veut éviter ce genre de danger. De situation. Voilà. Donc, ces établissements fermés aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à les ouvrir et c'est effectivement le rôle de l'œuvre Falleret dans ces établissements de l'intégrer dans la société civile. Pour en revenir à l'histoire, parce que c'est vrai que là, sinon, l'émission ne va pas se terminer. Moi, je voudrais revenir un petit peu à l'histoire de l'œuvre Falleret. Donc, on a parlé de Pinel, on a parlé d'Esquirol. Et arrive aussi à un moment clé, le docteur Jean-Pierre Falleret qu'on voit ici. Voilà, qui est un peu rébarbatif, hein, j'espère que... Non, il a l'air quand même sympathique, il a l'air sympathique et bienveillant. J'espère. Alors, dans ton livre, tu racontes un peu l'histoire. Qu'en 1812, eh bien, il est tombé malade, il a eu la typhoïde, et ce qui lui donnait une fièvre extrême, et il a eu des hallucinations. Et tu racontes que c'est peut-être ça qui lui a permis de comprendre les crises de démence. Bien écoutez, c'est ce qu'on suppose, puisque je n'y étais pas, et donc c'est ce qu'il écrit lui-même dans tous ses écrits. C'est le premier qui a compris qu'il y avait le soin et la vie d'à côté. Ouais. Et donc, le soin, c'était l'hôpital, c'était la consultation dans le cabinet, et puis la vie d'à côté, il fallait créer quelque chose. Alors, il a été très sensibilisé par le fait que les femmes sorties des hôpitaux par rapport aux hommes, les hommes, on les utilisait toujours au 19e siècle, ils pouvaient transporter, il y avait du muscle. Les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles étaient immédiatement sur le trottoir. Ouais. C'est la raison pour laquelle il a créé cet établissement qui était exclusivement réservé aux femmes. C'est le foyer Falleret actuel qui a conservé cette non-mixité qui est exceptionnelle puisque, en fait, vous savez qu'en France, la mixité est obligatoire partout. Eh bien, nous avons réussi à conserver le caractère non mixte du foyer Falleret. Parce que toutes les femmes qui sont au foyer Falleret, si elles ont tous ces problèmes psychiques, c'est parce qu'elles ont subi de telles agressions sexuelles qu'effectivement, on ne peut pas imaginer qu'elles puissent partager leur vie avec des hommes. Oui, il y a le CHRS notamment. C'est le CHRS, le foyer Falleret, qui conserve ce caractère non mixte. Alors moi j'ai adoré dans ce livre toute cette partie historique. Que tu racontes très très bien sur l'histoire de l'œuvre Falleret, mais aussi de l'évolution de la psychiatrie. C'est vraiment une mine d'informations sur l'histoire de la psychiatrie et de la santé mentale que je vous encourage vraiment à lire si vous vous intéressez à ce sujet. Donc Falleret, l'innovation en santé mentale. Pour quelle raison est-ce que tu as rédigé cet ouvrage? Est-ce que ça faisait partie aussi de l'héritage, rédiger des ouvrages? J'ai chez moi la bibliothèque de tous les ouvrages qui ont été édités par... D'abord le docteur Jean-Pierre Falleret, oui. Et ensuite son fils Jules Falleret, qui a pris la suite du docteur Falleret comme président de l'œuvre Falleret. C'était le patronage à l'époque. Donc j'ai tous ces livres-là, et je me suis dit que ça serait bien que je continue et que je fixe, j'écrive toute cette histoire, qui est une histoire assez exceptionnelle, et qui a son actualité aujourd'hui, puisque l'œuvre Falleret est un des acteurs importants, voire indispensable, voire incontournable, oui. De la prise en charge de l'accompagnement des personnes en souffrance psychique. Voilà, donc j'ai voulu faire ça pour laisser des traces. Oui, bien sûr. Alors on va continuer de parler d'évolution de la psychiatrie avec Stéphane qui va venir nous rejoindre sur le plateau. Alors il existe plusieurs musées qui sont dédiés à cette cause, et Stéphane est allé à Neuilly-sur-Marne. Salut Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour Stéphane. On est allé effectivement à Neuilly-sur-Marne au musée d'art et d'histoire de la folie
et de la psychiatrie, le musée de Villévrard, qui est très connu effectivement dans le milieu de la psychiatrie, parce que c'est un lieu qui a permis d'accompagner l'évolution moderne de la psychiatrie, justement avec un monsieur qui lui aussi, je vous écoutais tout à l'heure, vient du Lot, Lucien Bonafé, oui. Dans les années... c'est amusant, tiens. C'est ça, c'est marrant. Hein. Et en fait, qui a permis au mouvement des aliénistes, au lendemain de la guerre, d'ouvrir effectivement les traitements, l'approche que l'on avait des patients, puisque on se rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 40 000 personnes qui sont mortes de faim et de froid dans les asiles. Et Lucien Bonafé et d'autres l'ont dénoncé et ont prôné pour que ce soit la fin de l'enfermement et qu'on puisse mettre en place des prises en charge hors les murs, à l'image de ce que fait l'œuvre Falleret. Et dans ce musée de l'art et de la psychiatrie, d'art et d'histoire de la folie de la psychiatrie, c'est très bien parce qu'on y trouve des objets, on y trouve des témoignages, on y trouve des créations de malades passés dans les murs de l'hôpital Villévrard, notamment parce que certains sont très connus, à l'image d'Antonin Artaud, à l'image de Camille Claudel, mais pas que. Et quand on rentre dans ce musée d'art et d'histoire de la folie de la psychiatrie, on est baladé, il y a plusieurs époques, il y a plusieurs secteurs. Alors il y a des objets qui sortent dans de ces zoos qui servaient à infliger des traitements ou à contenir les malades. Mais c'est un voyage qui est très intéressant. On dit souvent qu'on mesure l'état d'un pays à la façon dont il traite ses aliénés. Et le but, c'était de créer un lieu qui puisse témoigner, qui puisse transmettre, qui puisse nous permettre de nous reposer sur les expériences passées, les expériences vécues pour pouvoir construire l'avenir de nos malades, mais de nous-mêmes et de nos sociétés. Je pense qu'on peut regarder le reportage. Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons visiter aujourd'hui un lieu unique. Est-ce que vous voulez un indice ? Il est implanté dans le quartier dit de l'Ancien Asile à Neuilly-sur-Marne et il est animé par la CEREP, la Société d'études et de recherche historique en psychiatrie, une association fondée en 1986 par le personnel de l'hôpital de Villévrard. Son nom, c'est le musée de l'art et de l'histoire de la folie et de la psychiatrie. Donc là, vous avez un clinicien, c'est-à-dire qui passait dans le service et qui interrogeait les malades. On mettait leurs vêtements voilà. dans ces ballots. Et donc il y a des ballots encore qu'on n'a jamais ouverts, bien sûr, hein, les ballots qui sont originaux, qu'on n'a jamais ouverts. Alors voilà une des dernières machines qu'on vient de trouver. Alors là c'est un scoop vraiment parce que personne ne l'a jamais encore filmé. On ne sait pas ce que c'est, on est en train de chercher. On pense que c'est une centrifugeuse, on a le nom du créateur. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé un très bon moment. J'ai fait un voyage dans le temps, non seulement de la psychiatrie, mais aussi de notre société finalement. Et n'hésitez pas à venir visiter ce lieu ou à vous renseigner. C'est absolument incroyable. Voilà,
Alors il y a encore plein d'autres images à découvrir Bien sur sûr, bdmt.tv. Là c'est la version courte. On a été accueillis par Maria Brinco de Freitas qui est, voilà, qui est à la tête de la CEREP. C'est important, tout le monde peut y aller. C'est un lieu qui est, je trouve, très intéressant. On voyait une robe qui a été faite, oui. Qui a été cousue tout au long de son internement par une patiente de sa vie, qui est exposée, puisqu'il y a des œuvres en fait justement de patients qui sont exposées. Dans ce musée, on l'a vu aussi, il y a des témoignages de ce qu'était la formation pour les infirmiers en psychiatrie à l'époque. Donc vraiment, il faut y aller, il faut prendre rendez-vous avec la CEREP et il faut se nourrir. C'est un voyage dans le temps et dans l'âme humaine, parce que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est revenir, puisqu'on fait un peu d'histoire aujourd'hui. Psychiatrie, il faut rappeler que ça vient de psyché, qui est l'esprit, l'âme, et iatros, le médecin, donc les médecins de l'âme. C'est beau d'aller dans un musée pour justement laisser l'âme divaguer grâce à cette histoire. Et ça va jusqu'à quand? Alors, c'est principalement des objets voilà, qui ont été recueillis dans les oubliettes, c'est-à-dire dans voilà, les zones cachées de l'hôpital qui étaient reléguées voilà, au rebut. L'hôpital de Villévrard, il est en activité depuis 1868, donc voilà, on a des objets qui datent de cette période-là. On peut y voir aussi comment l'hôpital a par exemple créé une ferme pour intégrer les patients au travail, par le travail, via le travail. Et avec les animaux. Et avec les animaux. Et l'hôpital de Villévrard était ouvert d'ailleurs sur cette ville. C'est un musée de l'histoire de la psychiatrie, mais aussi de l'histoire de l'hôpital de Villévrard. Et cet hôpital, il était avec la ville autour. Et la ville, les gens venaient aussi acheter des produits ou échanger avec les personnes de l'hôpital. Voilà. Et c'est très intéressant. Donc on a des objets qui datent d'il y a quelques années ou un peu plus loin. C'est essentiellement du 19e siècle. Ouais. Voilà. Vous êtes allé le voir? Non. Non, non. Est-ce que ça vous a donné envie d'aller le voir? J'espère que vous allez répondre oui, parce que si vous me dites non, je serai embêtée. Bien sûr, je pense même à donner des objets, puisque cette boîte d'électrochoc, je veux dire, mes enfants, ça ne les intéresse pas beaucoup. Peut-être que je le donnerai au musée. C'est peut-être plus intéressant qu'il soit vu dans le musée. Je voulais aussi parler beaucoup de la peinture, parce que les malades psychiques ont été des grands peintres. Van Gogh. Et donc, il y a des grands spécialistes de la peinture, je dirais, c'est l'art brut, on appelle ça l'art brut. Et le dernier qui est très très connu, c'est le peintre Garouste, hein, oui, dont les œuvres se vendent à des prix formidables et qui, lui, est un ancien schizophrène stabilisé. Et donc, effectivement, ça fait partie de l'expression brute des personnes qui ont quelque chose à dire sans aucune formation académique. Et ça donne parfois des choses très très belles. Alors 2016, ça y est, on fait un petit voyage dans le temps. On avance un petit peu. Là, il n'y a pas au musée, hein, 2016. Non. 2016, à la Défense, il y avait un dôme énorme, signé Falleret, et qui signait cette première édition de Cap sur la santé mentale. Première édition, donc c'était quoi cet événement? Alors, l'objectif, c'est effectivement de déstigmatiser le malade psychique dans le milieu professionnel. On sait que dans le milieu professionnel, alors je rappelle que dans l'intégration dans la société civile des personnes en souffrance psychique, il y a l'autonomie, le toit et le travail. Le travail est un outil merveilleux et tout le monde le comprend bien, mais personne ne le pratique. Et donc nous voulions sensibiliser le monde du travail à cette forme de maladie psychique qui sévit dans le milieu des entreprises, dont on commence à en parler avec les suites du Covid, mais c'est un mal qui est aujourd'hui très très prégnant dans les entreprises. Hein. On parle de burn-out, mais bien au-delà de burn-out, il y a plein d'autres choses qui se passent dans le milieu de l'entreprise. Et nous avons choisi le parvis de la Défense pour nous installer et essayer de communiquer et de faire connaître cette problématique de la souffrance psychique dans le milieu du travail. Alors là, ça fait combien de temps qu'il n'y a plus d'édition à cause de l'épidémie? Alors on s'est arrêté à cause du Covid depuis 2 ans. Et là, on est en train de réfléchir à des nouvelles formes de déstigmatisation du grand public et dans le milieu du travail.
D'accord, donc ça, ce sont les objectifs Ce sont les de objectifs, Falleret. voilà. Alors, l'épidémie a forcément accéléré un petit peu cette mise en lumière de la santé L'épidémie mentale. a d'abord mis à mal, on le sait, tout le système de santé français, donc depuis l'hôpital psychiatrique jusqu'aux établissements médico-sociaux que nous sommes. Nous avons évidemment là eu affaire à des problématiques globale de personnel, puisqu'il y a eu le Ségur de la santé qui n'a prévu que d'augmenter que le personnel de soins, mais jamais le personnel d'accompagnement, qui est juste à côté du personnel du soin. Donc vous vous occupez de la même personne, vous faites à peu près des choses identiques. Il y en a un, vous avez le droit à une augmentation de salaire et l'autre pas. Ça a créé un climat épouvantable au sein des établissements médico-sociaux. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que le Falleret, face à une problématique très difficile je dirais, d'emploi, de compétences. Et il y a énormément de gens qui quittent aussi. Oui. Qui quittent. Donc, si vous voulez, on est là vraiment dans un moment extrêmement délicat. Et il va falloir qu'on trouve des solutions, y compris former nous-mêmes. On va utiliser notre école de formation. Enfin, bref, il faut absolument qu'on innove encore, une fois de plus, pour arriver à pallier à cette défaillance globale. C'est combien de temps que vous êtes à la présidence ? Je préside depuis 1997. Ça fait donc 23, 24 ans. Et vous avez toujours cette énergie incroyable. Ben écoutez, c'est passionnant. C'est passionnant. Et puis en plus, c'est efficace. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on est passé de combien, je sais pas, 45 salariés à un millier de salariés. On est toujours en pleine effervescence. BDMT en est la preuve. Et donc, on est en train de penser à d'autres choses encore. Donc, on est innovant, on crée en permanence et ça marche. Et ça recueille son public. On est soutenu par les pouvoirs publics. On est soutenu par des mécènes. Tout va bien. Bon, en tous les cas, merci infiniment d'être venu pour nous parler de Falleret, de l'histoire de votre famille. Comme je vous le disais, voici un merveilleux ouvrage. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, l'innovation de la santé mentale by Philippe Fabre-Falleret. Stéphane, il va y avoir d'autres expositions sur Villévrard aussi. Oui, et notamment justement sur la peinture ou même sur des correspondances qui ont eu lieu avec, entre patients et les personnes extérieures. Donc voilà, faut aller là-bas, il faut se rendre compte que c'est possible, c'est accessible à tous, c'est de 14h à 17h sur rendez-vous. Et on apprend énormément de choses. Oui. C'est vraiment très instructif. Et c'est ça qui nous rapproche avec cette catégorie de personnes. On se sent plus proche d'eux. Bien sûr. Merci, messieurs. Et nous merci à vous. On se retrouve très bientôt avec d'autres invités ici sur ce plateau de talk show. À bientôt.